Ok. Bon, bon, je disais que ça, c'est le schéma de Nestorov. Donc, c'est une mise à jour de la descente des gradients. Et ensuite, une interpolation entre l'ancienne mise à jour et la nouvelle mise à jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon de choisir les pas de l'interpolation. Plutôt les poids de l'interpolation, les gamma S. Voilà. Donc, l'extrapolation de Nesterov, ou bien l'accélération de Nesterov, ça permet d'avoir un algorithme très rapide, ça permet d'accélérer l'addition de gradient. Et en même temps, c'est pratiquement le même coût. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment de calcul supplémentaire à faire. D'accord? Parce que le YS, on l'a déjà calculé. Le YS plus 1, c'est l'addition des gradients. Et je fais l'interpolation entre les deux. Et la mise à jour de gamma S, ça prend 3 fois rien. Donc, c'est pas du tout coûteux dans le calcul. Voilà. Maintenant, une autre méthode qui est la méthode de Casey-Newton. Il y a comme des questions, vous pouvez m'interrompre, hein. Là, si je vais très rapidement, vous pouvez m'interrompre. On essaie de طول, mais il y a comme des questions, ولا نزرب شوية, vous تقدروا تحبسوني. Voilà. Maintenant, on va voir une autre méthode, qui est la méthode de Casey-Newton. Euh, Bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est la façon de la mise à jour. On a déjà en arrière. C'est ça, comment calculer xk plus 1 en fonction de xk. D'accord? Alors, la méthode de Casey-Newton, c'est une modification de la méthode de Newton. La méthode de Newton, la mise à jour, c'est ça, c'est xk plus 1 est égal à xk plus tk fois le delta xk, c'est moins la hessienne au point xk fois le gradient de f au point xk. D'accord? Donc, elle est Newton. Newton, c'est ça. C'est xk plus 1 égale à xk moins tk fois la hessienne de f au point xk fois le gradient de f au point xk. Mais sur la hessienne, c'est une matrice. Le gradient, c'est un vecteur. Matrice par un vecteur, ça va donner un vecteur qui met le gradient. Mais la méthode de Newton, ça suppose, ou là, ça nécessite le calcul de la hessienne. La hessienne, c'est la dérivée seconde. On a fait les méthodes du premier ordre. Donc, on avait dit qu'on va utiliser uniquement l'information du premier ordre qui est le gradient. Le gradient, le sous-gradient, ou on va voir après l'opérateur proximal. Maintenant, pour ne pas calculer la hessienne, pour ne pas calculer la deuxième dérivée, on fait une approximation de la hessienne. Ou bien, on fait une approximation de l'inverse de la hessienne. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de quasi-Newton. Pourquoi ce n'est pas Newton, c'est quasi-Newton? Parce que ce n'est pas la hessienne, c'est une approximation de la hessienne. Maintenant, comment j'approche la hessienne? La méthode la plus populaire, c'est la méthode de BFGS, Broyden, Fletcher, Goldfarb et Shannon. C'est la méthode BFGS. Encore une fois, c'est technique. J'ai pas أستاذ في الخوارزمية الأخيرة هذيك وشنو الشيء اللي يضمننا باللي المصفوفة العكسية تاع الحسية تكون موجودة في كل المراحل؟ هذه واش مضمنا بلي لا اسيان تكون كاينه سي سا لانفيرس في كل المراحل ok bonne question je suis en train de réfléchir quand est-ce que là maintenant si on se met dans les conditions de convergence les conditions de convergence les conditions de convergence la première condition de convergence c'est le gradient égal à 0 c'est ça Abdelrahman je voulais poser la question c'est Abdelrahman je voulais poser la question أنا أستاذ خالدي Oussama, ok. Oussama, c'est ça.
Ouais. Donc voilà, donc si on suppose que les conditions de convergence sont vérifiées. Alors, au schéma, les conditions de convergence, la première condition, c'est le gradient égal à 0. On est d'accord, c'est la condition nécessaire. La deuxième condition, c'est la Hessienne définie positive. Ouais. Définie positive. Et si la Hessienne est définie positive, alors forcément, elle est inversible. Ouais. Voilà. Maintenant, effectivement, si elle n'est pas inversible, je ne sais plus. Si elle n'est pas inversible, ça peut vouloir dire que le poids n'est pas un minimum. D'accord? Donc voilà, c'est la seule explication que j'ai. Monsieur, Oui. chaque matrice définie positive est inversible. Euh, oui, je pense que si, oui. Parce que si elle est définie positive, on a les mineurs principaux, c'est ça, les mineurs principaux, sont supérieurs à 0. Donc, y compris le déterminant. Ah oui. Alors, تيكا هذيك les كيحوس تيكا hein, كيحوس في الانترنت عطاونا الفونكسيون تاعها صعيبه طويله بزاف وصعيبه شغل بالماتريس كلش. alors, TK, c'est le pas. Tu parles du pas. وي مسيو وي مسيو Pour quelle méthode? هذه كازي نيوتن Hein, صبت في الانترنت واحد شغل اسمها تاعها طويله ديفينيسيون تاعها oui, mais non, mais bon, il y a TK. بالماتريس. Non, oui, 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 j'ai compris. On a fait quasi Newton. Le choix, tu as le pas. Qui marche dans la méthode de gradient? Il y a plusieurs choix. On a un pas fixe, on a un pas variable. Qui marche dans le ما نقدروا نديرو بافي. Bien sûr, bien sûr. On a le choix, tu as le pas qui met la descente des gradients. Kiff, kiff. D'accord? Parce qu'on a une descente. Parce qu'on a une direction de descente, on a un pas de la descente. D'accord? Donc, c'est les mêmes stratégies. On a un choix fixe. On a un choix optimal. D'accord? Exact line search. On a un backtracking. Backtracking, c'est comment dire, l'algorithme le plus utilisé et c'est pratiquement simple à implémenter. Pourquoi? Parce que backtracking, ça consiste à faire des tests. On travaille au départ taux égal à 1, c'est taux 0 égal à 1. Ensuite, on avec la valeur de 1, avec taux égal à 1. On l'xk plus 1. Et là, tout ça, c'est xk plus 1. إذا زدت الاف دو اكس كا بلس 1 سوبيريور à اف دو اكس كا نزيد نقص في الطول. كيفاش نقص فيه؟ جو مولتيبلي بار بيتا وبيتا يكون entre 0 et 1. Vous pouvez penser à مثلا بيتا égale 0,1. واش معناتها بيتا égale 0,1 ça veut dire que je divise le pas par 10. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire bêta égale 1 demi? Je divise le pas par 2. Donc à chaque fois, je diminue le pas jusqu'à ce que f de xk soit f de xk plus 1 soit inférieur à f de xk. Donc, ça, c'est f de xk plus 1 soit inférieur à f de xk moins, donc f de xk moins alpha, parce qu'il est inférieur à ça. Il est inférieur à f de xk. D'accord? Oui, monsieur, merci. Voilà. Donc, je disais que on fait une approximation de hk-1 et fait le choix de la méthode de BFGS. Je pense que la matrice HK plus 1, ou la matrice HK, est, bon, c'est une suite de matrices, est construite de telle sorte que la matrice soit inversible en plus. Parce que ça répond à la question de Oussama. Par construction, la méthode de quasi-Newton, par construction, la matrice est inversible. D'accord? Et donc, je peux calculer la matrice H, mais je peux calculer aussi, parce qu'on a un tâche H, la tâche H-1, je peux calculer directement l'inverse de la matrice H. Donc, je peux faire l'update, inverse update, HK plus 1-1 en fonction de HK-1. Donc, on a sûr, mais cache inversion. D'accord? On a maintenant une matrice inversée. Forcément, je peux faire des calculs. Et c'est quoi S? Il y a deux variables S et Y.
S, c'est la différence entre les valeurs de x, et y, c'est la différence entre les gradients de la fonction f au point x. D'accord? Oussama, est-ce que ça c'est clair? Donc, il n'y a pas de problème d'inversion. Parce que j'ai. مفهوم شكرا أستاذ. كيفاش؟ قلت لك مفهوم شكرا أستاذ. J'ai pas compris, Oussama. Je peux te lire? قلت لك مفهوم أستاذ شكرا. D'accord, ok. Donc là, il n'y a pas d'inversion. Parce que notre HK, H0-1, par exemple, c'est l'identité. Ensuite, je continue. Donc voilà. Maintenant, on va aborder un autre type de problème lorsque la fonction n'est pas différenciable. Donc tout à l'heure, on a supposé f différenciable. Maintenant, si la fonction n'est pas différenciable, qu'est-ce qu'on fait? Et les fonctions qui ne sont pas différenciables, il y en a beaucoup. Donc il y en a beaucoup dans les problèmes d'optimisation. Et typiquement, par exemple, prenez par exemple la valeur absolue. La valeur absolue de x, c'est une fonction qui n'est pas différenciable pour x égale à 0. Donc, si vous voulez par exemple minimiser la valeur absolue de x, bien sûr, mais en combinaison avec d'autres. La valeur de x plus x moins 1 au carré. Juste un exemple. X moins 1 au carré plus la valeur absolue de x. La fonction n'est pas différentielle, mais c'est une fonction très simple. Donc, tu as la valeur absolue, tu as la norme L1, elle n'est pas différentielle, pareil au point 0. Je pense même la norme L2. La norme L2 au carré, elle est différenciable au point 0. Mais la norme L2 elle-même, elle n'est pas différenciable au point 0. Donc voilà. Donc là, on a besoin de la notion du sous-gradient. Alors, c'est quoi un sous-gradient? Alors, tout d'abord, on remarque que le gradient, d'accord, pour une fonction différenciable, vérifie cette inégalité. J'ai f de y qui est supérieur à f de x plus le gradient de f fois y moins x, quel que soit xy. Et pour les fonctions convexes, c'est la fonction f est convexe. Maintenant, à partir de cette inégalité, on généralise et je considère que un sous-gradient, c'est n'importe quel vecteur. Je remplace gradient de f par g. C'est n'importe quel vecteur g qui vérifie cette relation. Donc, un sous-gradient d'une fonction f, c'est n'importe quel vecteur g qui vérifie f de y supérieur à f de x plus g transposé y moins x. D'accord? Vous pouvez aller la relation, autrement. C'est comme si vous avez f de y moins f de x divisé par y moins x supérieur ou égal à g. D'accord? Qui تكون عندك une fonction à une seule variable. تقدر تكتبها en même temps بالسيرو باش تتبع منها. عندك f de y moins f de x divisé par y moins x est supérieur ou égal à g. Donc g est inférieur ou égal. C'est pour ça qu'on parle de sous-gradient. D'accord? Voilà. Et le vecteur g, généralement, il n'est pas unique. Un seul vecteur g qui vérifie cette inégalité, quel que soit y. Et l'ensemble des vecteurs g qui vérifient cette inégalité s'appelle la sous-différentielle. D'accord? Donc, la sous-différentielle de f au point x, c'est l'ensemble des vecteurs g dans Rn qui vérifient cette inégalité, quel que soit y. Monsieur, f لازم تكون convexe. Non, f ماشي لازم تكون convexe. Donc نعاودو نحكوا عليها. كي تكون f convexe, moi je vais le dire tout de suite. كي ما تكونش f convexe, le sous-gradient peut ne pas exister. Qui تكون f convexe, le sous-gradient forcément existe. D'accord? Mais généralement, on travaille, dans le chapitre, on travaille dans toute la matière, on travaille avec les fonctions convexes. Donc, fonction convexe, forcément, le sous-gradient existe. D'accord? Donc, déjà, on voit l'utilité de la convexité. Parce que la descente des gradients, la fonction doit être différenciable. Qui est une fonction différenciable?
نقدر نحسب le gradient et donc je peux faire l'addition des gradients. Maintenant, qui ما تكونش la fonction différentielle ما نقدرش ما يكونش عندي le gradient. Mais إذا كانت convexe يكون عندي un sous-gradient. Alors cela dit, le sous-gradient يقدر يكون défini pour une fonction qui n'est pas convexe. Voilà. Et ça d'une part. D'autre part, le sous-gradient, plutôt la sous-différentielle, c'est un ensemble. La taille de cet ensemble, en quelque sorte, contrôle la régularité de la fonction f. مثلا إذا كان la sous-différentielle fait un seul vecteur, إذا كان عندي un seul vecteur vérifie cette relation, alors forcément la fonction est différenciable. إذا كان عندي plusieurs vecteurs, la fonction n'est pas différenciable. Et كل ما يكونوا عندي بزاف les vecteurs qui vérifient cette inégalité, كل ما la fonction n'est pas régulière. D'accord? كل ما يكون le nombre قليل تاع les vecteurs qui vérifient cette inégalité, كل ما la fonction تكون de plus en plus régulière. Donc la taille de la sous-différentielle contrôle en quelque sorte le degré de régularité, smoothness de la fonction f au point x. Voilà. Fonction f différenciable si seulement si la sous-différentielle est égale au singleton gradient de f. Alors, un exemple, si je prends la valeur absolue. Si je prends la valeur absolue et je veux calculer la sous-différentielle ou l'ensemble des sous-gradients de la fonction f au point x quelconque. Si je prends x supérieur à 0, la fonction f est différenciable. Pourquoi? Parce que la fonction f de x est égale à x. La fonction différenciable, le sous-gradient, c'est forcément le gradient. Est-ce que ça c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc x supérieur à 0, f de x est égal à x, différenciable, alors le sous-gradient c'est la dérivée, et la dérivée c'est plus 1. En principe, on a dit l'ensemble, normalement c'est l'ensemble qui contient plus 1. D'accord? Mais par commodité d'écriture, je ne m'attaque l'écriture à chaque fois des ensembles, les symboles à l'ensemble. Si x inférieur à 0, f de x est égal à moins x. Fonction différentielle, sous-différentielle est égale à la dérivée qui est égale à moins 1, le gradient. Maintenant, si x est égal à 0, je peux montrer que n'importe quelle valeur entre moins 1 et plus 1 est en fait est un sous-gradient, donc appartient à la sous-différentielle. Alors, comment je peux montrer ça? Eh bien, tout simplement, je cherche les vecteurs G qui vérifient cette relation, quel que soit y. Et on a choisi x égale à 0. Donc, je vais vous en même temps. f de y supérieur ou égal f de x. Donc, on a x égale à 0. Quelle est la valeur de f de x? Aïcha, la valeur de f de x. Alors, comme d'habitude, tu peux parler. Oussama, la valeur de f de x. Pas de réponse. Soumiya. X, oui, oui, non. X égale à 0. Donc, on a la sous-différentielle pour x égale à 0. Quelle est la F valeur de de X égale à 0. Très bien. 0. Donc, on a un des 0. Oui. On a où je prends les g fois y. Y. Très bien. Donc, où je prends les f de y supérieur à g fois y. Sachant que f de y, c'est la valeur absolue. Donc, quelle est la valeur de g? Quelles sont les valeurs de g? Telles que la valeur absolue de y est supérieure ou égale à g fois y, quel que soit y. Donc, vous pouvez faire la séparation des cas. Il y a y supérieur à 0, y inférieur à 0. Mais il faut que la relation soit vérifiée, quel que soit y. D'accord? Et on peut facilement déduire que g, c'est n'importe quelle valeur entre moins 1 et plus 1. D'accord? Voilà. Maintenant, on peut montrer aussi, vous pouvez faire ça, petit exercice.
que si je prends la valeur absolue de x appartenant à Rn, la sous-différentielle de f au point 0, c'est la boule par rapport à la norme duale. D'accord? C'est la boule centrée en 0 et de rayon 1 par rapport à la norme duale, la norme conjuguée. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des G appartenant à Rn tel que la norme duale de G soit inférieure et égale à 1. Alors, par exemple, la norme euclidienne de où je t'appelle la sous-différentielle au point 0, t'appelles la norme par rapport à la norme 2. Le cas de la norme 1, la norme duale à la norme 1, c'est quoi? Hanan? Quelle est la norme duale ou la norme conjuguée à la norme 1? Le conjugué harmonique, comme 1 sur P. ماشي الماكس تاع الاي. كيفاش يسموها avec la norme? C'est la norme infinie. oui monsieur. Voilà, donc il date comme c'est quoi la relation? Bon, on a la norme P, sa norme duale, c'est la norme Q, où P et Q sont des conjugués harmoniques. Je m'appelle conjugué harmonique, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Donc le cas de P égale à 1, Q égale à plus l'infini. Le cas de Q égale à plus l'infini, P égale à 1. Le cas de P égale à 2, K égale à 2, Q égale à 2, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Et la boule de centre 0 et de rayon 1 par rapport à la norme du maximum, c'est exactement l'ensemble moins 1 plus 1 puissance 1. Pourquoi? Parce que le maximum, pensez de le cas n égale à 2. Je m'attelle la boule de centre 0 et de rayon 1. Maintenant, le vecteur, la norme, le vecteur x1, x2 est inférieur ou égal à 1. Je m'attelle la norme x1, x2 inférieur ou égal à 1. x1, x2, c'est les coordonnées. Le vecteur en question. Maintenant, le maximum entre x1 et x2, le maximum des valeurs absolues à x1 et x2 est inférieur ou égal à 1. Maintenant, les deux, x1, la valeur absolue de x1 est inférieure ou égal à 1 et la valeur absolue de x2 est inférieure ou égal à 1 parce que le maximum est inférieur à 1. x1 inférieur, la valeur absolue de x1 est inférieure ou égal à 1, ça veut dire x1 est entre moins 1 et plus 1. Et pareil pour x2. Donc la solution, c'est moins 1 plus 1 pour x1 multiplié par moins 1 plus 1 pour x2. Ça donne moins 1 plus 1 au carré. Le cas général, c'est moins 1 plus 1 puissance n. Maintenant, pour la norme L2, la norme euclidienne, on va montrer que la sous-différentielle au point 0, qui c'est la boule, de centre 0 de 1 par rapport à la norme 2. Pourquoi? Parce que la conjuguée à la norme 2, c'est la norme 2 elle-même. Et si x est différent de 0, on peut montrer que c'est x divisé par la norme de x. Et pourquoi? Parce que la fonction, pourquoi j'ai ça? Parce que la fonction est différenciable si x est différent de 0. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Il y a qu'un x différent de 0, la norme est différenciable. La norme n'est pas différenciable uniquement pour x égale à 0. C'est clair? Oui, monsieur. Oui monsieur. Très bien. Maintenant, on a un résultat qui dit que la sous-différentielle, c'est un ensemble fermé et convexe, même si la fonction f n'est pas convexe. Si la fonction f est convexe, et si je prends x, alors tout à l'heure, j'ai dit que si la fonction f est convexe, comment dire, un sous-gradient existe forcément. En fait, si la fonction f est convexe, un sous-gradient existe forcément, donc la sous-différentielle n'est pas vide lorsque x appartient à l'intérieur relatif du domaine de définition de f. C'est juste une précision. Ce n'est pas toujours, mais pour x appartient l'intérieur relatif du domaine de définition de f. Alors, c'est quoi l'intérieur relatif? Je fais la définition du chapitre précédent.
c'est une, comment dire, c'est une variante de la définition de l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que si X appartient à l'intérieur, il appartient à l'intérieur relatif. D'accord? Donc, si X appartient à l'intérieur, forcément, il appartient à l'intérieur relatif et donc forcément, la sous-différentielle n'est pas vide. Maintenant, si la sous-différentielle n'est pas vide et est bornée, alors forcément, X appartient à l'intérieur du domaine de F. Donc, c'est pour ça que généralement, on s'intéresse uniquement à l'intérieur et pas à l'intérieur relatif. Disons que l'intérieur relatif, c'est plus pour des considérations théoriques. Mais généralement, les applications, on considère uniquement l'intérieur du domaine. Voilà. Donc, vous pouvez faire, bien refaire les calculs pour cet exemple. Donc, je passe. Donc, on a un résultat qui dit que la dérivée directionnelle de f dans la direction d, c'est égal au maximum de s produit scalaire d, et je prends s dans la sous-différentielle de la fonction f. Vous pouvez faire le test de ça avec, par exemple, la valeur absolue. Parce que la valeur absolue, je vais une dérivée directionnelle de la valeur absolue pour x égale à 0. On a combien de dérivées directionnelles? 2. On a 2 dérivées directionnelles parce qu'on est dans R. On a soit x supérieur à 0, soit x inférieur à 0. Donc, vous pouvez faire le test avec ça. OK? Prenez f égale la valeur absolue. Un autre exemple important, c'est alors si je prends un ensemble C appartenant à un ensemble non vide appartenant à R, inclus dans R, pardon, la sous-différentielle de la fonction caractéristique de C, c'est le cône normal à C au point X. Alors, on rappelle que le cône normal, on a déjà fait la définition. Donc, je reviens en arrière pour le cône normal. Function, convex function, la définition, c'est pas grave. Voilà. Le cône normal, donc on a déjà fait la définition de normal cône. Le cône normal à C au point X, c'est l'ensemble des vecteurs G dans Rn, tels que G, produit scalaire Z-X inférieur à 0, quel que soit Z appartenant à C. Donc voici des exemples. Donc je fais pour un triangle. Si je prends un point ici, le cône normal contient un seul vecteur. Si je prends, comment dire, c'est lié vraiment à la notion de normalité, de ta'amud. Le cas de j'ai un seul vecteur, mais le cas de le point, c'est tous les vecteurs entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc le cône normal, c'est un ensemble. D'accord? Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ça. Le cône normal à C, un ensemble C, au point X, c'est l'ensemble des vecteurs G, tel que G transposé Z moins X inférieur à 0. OK? Ou la G transposé X moins Z supérieur à 0, quel que soit Z. Voilà. Donc, cet exemple est important parce que souvent, quand on a un problème d'optimisation sous contrainte, on peut le rendre un problème d'optimisation sans contrainte en utilisant la fonction indicatrice. Donc, je rajoute la fonction indicatrice à la fonction objective. Et je calcule la sous-différentielle, et donc j'aurai à calculer la sous-différentielle de la fonction indicatrice. Voilà. Maintenant, comme les règles de calcul de la différentielle, du gradient, le gradient de f plus g, c'est le gradient de f plus le gradient de g.
Le gradient de lambda f, c'est lambda gradient de f. Le gradient de G rond f, donc on a aussi la règle de composition. On a des règles de calcul pour les sous-gradients ou bien la sous-différentielle. Et en fait, on a deux types de règles. On a ce qu'on appelle les règles faibles et la règle forte. La règle faible, ou bien je commence par la règle forte. On sait que la sous-différentielle, c'est un ensemble. La règle forte permet de donner l'ensemble qui contient tous les sous-gradients. D'accord? All subgradients. Maintenant, la règle faible, ça permet de calculer quelques sous-gradients. On n'arrive pas à calculer tous les sous-gradients, mais on arrive à calculer quelques sous-gradients. D'accord? Voilà. Alors, première règle, c'est conic combination, la combinaison conique. Si je multiplie par un scalaire, c'est naturel, donc ça c'est un résultat naturel. La sous-différentielle de alpha f, c'est alpha, la sous-différentielle de f. Et faites attention, là on est en train de parler d'ensemble. Donc l'ensemble est égal à alpha fois l'ensemble. Vous savez où je m'appelle un scalaire multiplié par un ensemble. Alpha fois un ensemble E, par exemple, c'est l'ensemble des alpha x, x appartenant à E. D'accord? Je multiplie alpha par tous les éléments de l'ensemble E. Maintenant, summation, la somme, si je prends x dans le domaine de f, intersection du domaine de g, la somme des sous-différentiels est inclue dans la sous-différentielle de la somme. Donc, c'est une règle faible. Pourquoi? Parce que on cherche la sous-différentielle ou l'ensemble sous-différentiel de f plus g. Pardon. La règle, tu as un sous-ensemble, tu as juste une partie de la sous-différentielle de f plus g. Quel autre point qui appartiennent à l'ensemble sous-différentiel de f plus g et qui ne sont pas de la forme sous-différentielle de f plus sous-différentielle de g. D'accord? Maintenant, si je prends x exactement dans l'intérieur de l'intersection des deux domaines, j'ai l'égalité entre les deux sous-ensembles. Voilà. Maintenant, on peut appliquer cette règle pour calculer la sous-différentielle de la norme L1 en écrivant la norme L1 comme la somme des valeurs absolues de ses composantes. Donc, la valeur absolue, la sous-différentielle. Donc, la valeur absolue, la sous-différentielle de la valeur absolue, c'est soit plus 1, x supérieur à 0, soit moins 1, x inférieur à 0, soit l'intervalle moins 1 plus 1, si x égale à 0. Maintenant, si je fais la somme, parce que la sous-différentielle de la somme, c'est la somme des sous-différentiels. Si je fais la somme de ces ensembles par rapport à toutes les composantes, il y a un vecteur tel que, un vecteur z tel que, la composante zi c'est égal au signe de xi, si x est différent de 0. Je m'appelle le signe, ça veut dire que c'est soit plus 1, soit moins 1. Il y a un x est positif ou négatif. Sinon, c'est égal à l'intervalle moins 1 plus 1, des zj inférieur égal à 1, ça veut dire que zj appartient à l'intervalle moins 1 plus 1 si xj est égal à 0. Voilà. Maintenant, une deuxième règle, c'est la règle de la composition affine. Si j'ai une fonction h qui s'écrit comme f composée avec ax fois b avec une fonction affine, à chaque fois, on suppose que les fonctions sont propres. Je m'attends à une fonction propre qui n'est pas égale à plus l'infini toujours. Il existe x tel que h de x soit inférieur à plus l'infini, inférieur strictement. Donc, fonction propre, ce n'est pas une condition contraignante. D'accord? C'est une condition très, très, très naturelle. Donc, si h, c'est la composée de f avec la fonction affine ax plus b, si x appartient à domaine de f, j'ai A transposé qui est la règle de la dérivation.
c'est A transposé, la dérivée de ça, c'est si la fonction f est dérivable. Ça donne quoi? Ça donne A transposé, la dérivée de scalar intérieur, fois f' de ax plus b. Donc là, c'est pareil. A transposé, sous différentiel de f au point x plus b. Maintenant, le résultat, c'est inclus, comme je fais pour la somme, si le cas général x appartient au domaine de f. Si je prends f, x appartient à l'intérieur du domaine de f, et ax plus b appartient à l'intérieur du domaine de f, pardon, là, je pense x appartient à l'intérieur du domaine de h. Donc là, en principe, c'est h, c'est pas f. D'accord? Là, c'est l'intérieur du domaine de h et pas f. Parce que x, on est h de x. Voilà, si j'ai deux conditions d'appartenance de x, il correspond l'égalité des deux. Donc, ceci n'est pas, c'est pas compliqué. C'est comme la règle de dérivation. Sauf que la condition, l'intérieur, les variables appartiennent à l'intérieur du domaine. Bêche qu'on a des égalités. Sinon, tu as un résultat faible, une inclusion. Bon, je passe ça. Donc, vous pouvez revoir ça. Donc, on a la norme L1 de AX plus B. Et là, on s'intéresse des termes qu'on croise souvent dans les problèmes d'optimisation. Souvent, dans le problème d'optimisation, on a la norme L1 de, par exemple, AX plus B, ou voilà, AX plus B, ou la norme 1 au carré, des choses comme ça. Alors, je passe ça aussi, l'exemple. La règle de la composée, le cas général. Donc, on a la composition affine. On a H égale G rang F. Maintenant, on rajoute une condition, c'est que c'est que G doit être croissante. D'accord? Non decreasing. Croissante et convexe, mais on suppose toujours la convexité. Si la fonction G est croissante, et si la fonction G est différenciable, alors G rang F, c'est G' de f de x, produit scalaire, produit sous différentiel de f au point x. Alors pareil, avec la relation la relation de la dérivée de la composée. Donc je passe l'exemple, s'il vous plaît, je fais les exemples. إذا ما فهمتوش كاش exemple, بعثوا لي نشرحوا la prochaine fois, d'accord? إذا كان un exemple de la 3 ما فهمتوهمش, بعثوا لي في الايميل نعاود نشرح لها pour la prochaine fois. Alors pareil, un autre exemple sur la distance d'une fonction par rapport à un ensemble fermé et convexe.